Et donc, je passe la parole à notre dernier intervenant, Pascal Mayol, qu'on a déjà un peu entendu d'ailleurs dans le débat, et qui a rédigé pour le CESE un avis sur l'agriculture urbaine, et qui va donc nous ouvrir un petit peu des perspectives. Vous avez, je crois, écouté les différentes interventions de l'après-midi. Vous avez vous-même travaillé sur ces questions à titre professionnel. Qu'est-ce que finalement ça vous inspire et comment est-ce qu'on peut retomber sur des politiques un peu, enfin des enseignements, disons, pour agir aux territoires qui sont ici représentés physiquement ou qui nous regardent en vidéo, puisque l'émission, pardon, l'après-midi est filmée et retransmise sur le site de la plateforme architecturale. Comment est-ce que vous tirez un peu un bilan de ces débats et puis surtout voilà, des clés pour agir? Merci beaucoup pour votre invitation déjà. Effectivement, je suis Pascal Mayol, donc je représente à la fois la Fondation Nicolas Hulot et le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et dans ce cadre-là, j'ai co-rapporté donc un avis sur l'agriculture urbaine. Et j'ai vu qu'ils ont eu un certain succès parce que je crois que j'en avais amené 70, il n'y en a plus un seul. Mais si vous en vouliez d'autres, n'hésitez pas à me faire un mail et je demanderai au CESE qu'on puisse vous envoyer d'autres exemplaires. Petite anecdote, c'était cet avis, donc moi évidemment je représente le milieu environnemental au CESE, cet avis vous le voyez a été co-rapporté avec Étienne Garnuron, qui lui représente la FNSEA, donc ça montre bien qu'au CESE on peut se parler même quand on a des avis qui divergent, et on peut même co-rapporter un avis ensemble, donc ça fait un couple un petit peu exotique, mais ça a bien marché puisque l'avis a été voté à l'unanimité par l'ensemble des conseillers au CESE, avec certaines mesures fortes, vous le verrez, comme le fait d'obliger, enfin de recommander, en tout cas nous on fait de la recommandation, de rendre obligatoire les portances de toit suffisantes sur les nouveaux bâtiments pour permettre l'accueil de projets d'agriculture urbaine par exemple. Et on a travaillé dans cet avis sur l'agriculture urbaine marchande, mais également l'agriculture urbaine non marchande, c'est-à-dire tout ce qui est jardin partagé par exemple, jardin scolaire, etc., puisque en matière de services écosystémiques, ça apporte beaucoup de choses à la ville. Alors, je vais effectivement essayer de mettre en perspective ce que j'ai entendu aujourd'hui et ce travail qui a été fait sur l'agriculture urbaine. Et on a commencé par, avec vous, Monsieur Bouillon, je ne sais pas si vous êtes toujours là, vous êtes parti. Peut-être vous êtes parti. Il était là, oui. Sur un diagnostic qui est lourd, qui est dur. Je vais reprendre les propos de Monsieur Bouillon qui me semblaient bien résumer la situation. L'inacceptable est devenu notre quotidien. Ce diagnostic, il parle de canicule dans nos villes, il parle de manque d'eau, il parle de risque de rupture dans les approvisionnements alimentaires, tout ça dans les dizaines d'années à venir. Donc, on a un avenir compliqué qui s'offre à nous. On doit avoir la force de regarder cet avenir, non pas pour se démoraliser collectivement, mais pour justement être au clair sur la vulnérabilité de nos villes, parce que nos villes telles qu'elles sont conçues aujourd'hui sont vulnérables, et pour organiser leur résilience, même si c'est quelque part un aveu d'échec sur un certain nombre d'objectifs du développement durable. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on ne parlait pas de développement durable dans ce document, mais bien de résilience des villes. Donc être capable de faire ce travail de, j'allais dire presque de deuil de cette vision de l'ancien monde, c'est être capable aussi d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qu'il y a à reconstruire pour faire preuve de résilience dans ces villes. Et écrire ces nouveaux récits, finalement, c'est quelque chose qui est heureux. C'est quelque chose qui est heureux et je pense que vous l'avez bien fait cet après-midi avec les différents projets que vous nous avez montrés. Ça a été illustré par Niort par exemple avec la place de la Brèche, par Troyes avec le parc des Moulins, par Montsartou à l'instant avec la puissance publique pour organiser justement cette résilience des villes. Et puis aussi par Antoine Petitjean donc, qui nous a parlé de non pas d'aménagement alternatif, mais d'alternatives à l'aménagement. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis les fameux jardins à Amiens, donc avec ces coups de marteau-piqueur dans ce parking, qui donnent une place importante à l'implication citoyenne. J'y reviendrai, c'est essentiel l'implication citoyenne pour la résilience des villes. Et dans ce cadre, donc Action Cœur de Ville fédère, démultiplie ces projets-là, donc c'est l'objectif de cette conférence et je suis vraiment très heureux et fier d'y participer. Et puis aborde aussi les problèmes de finances de ces projets-là, ça a été abordé en tant que nerf de la paix. Voilà, je vous invite aussi à changer de paradigme sur la formulation des choses. Donc l'agriculture urbaine, justement, elle s'inscrit dans ces nouveaux récits. Elle s'inscrit dans ces nouveaux récits car, d'une part, alors déjà, tout d'abord, il faut supprimer un mythe, elle ne nourrira pas les villes. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si on développe massivement l'agriculture urbaine, on pourra nourrir 10% de nos villes. On en est très très loin aujourd'hui. Par contre, elle recrée du lien avec les réalités rurales. Il y a une étude qui a été faite en région PACA qui montre que, tenez-vous bien, dans certains quartiers de Marseille, les enfants interrogés dans une école, 87% d'entre eux
ne savent pas ce que c'est une betterave. Donc l'agriculture urbaine permet aux urbains de comprendre que les légumes, ça ne pousse pas dans les grandes surfaces, mais ça pousse sur des terres agricoles, et que pour assurer ce service-là, il faut préserver ces terres agricoles. Vous savez qu'aujourd'hui, les 100 premières agglomérations n'ont que 2% d'autonomie alimentaire en France, ce qui veut dire qu'on importe 98% de ce qu'on mange dans ces 100 premières agglomérations. Donc il y a évidemment un enjeu majeur ici, surtout si on considère qu'on est en train de rentrer dans une ère de la rareté énergétique, puisque vous savez que l'Agence internationale de l'énergie nous a dit qu'on a atteint un pic de production du pétrole conventionnel en 2008. Donc on est en déplétion énergétique sur le pétrole conventionnel, c'est ce qui fait qu'on va chercher aujourd'hui des alternatives comme le gaz de schiste, etc. Donc on rentre dans un monde de la rareté, et ça, il faut absolument le considérer. Et puis, l'agriculture urbaine permet, ça va vous paraître paradoxal, mais de remettre des agriculteurs dans les champs, puisque beaucoup de personnes qui passent par l'agriculture urbaine ont ensuite envie et ont les moyens d'aller développer des projets, je vous en prie, des projets d'agriculture plus rurale. L'agriculture urbaine permet de renaturer les villes, et ça aussi c'est un récit heureux, puisqu'il y a un engouement majeur pour cette renaturation, et au-delà de ce que ça apporte en termes de paysage, en termes de bien-être, etc., ça va apporter, on en a parlé aussi, de la climatisation des villes. Je pense qu'il y a là aussi un changement de paradigme à avoir au niveau de l'urbanisation, c'est que le réseau racinaire doit devenir au moins aussi important, si ce n'est plus important, que les autres réseaux urbains. Et aujourd'hui, c'est le réseau racinaire, c'est le dernier réseau qu'on considère après tous les autres. L'arbre en ville, c'est quelque chose qu'il faut absolument massifier si on veut climatiser naturellement nos villes. L'agriculture urbaine nous parle aussi de sobriété énergétique, et ça c'est heureux. J'imagine que dans cette salle, tous, vous avez envie d'être sobre sur le plan énergétique, et la sobriété heureuse, c'est quelque chose qui a du sens, donc qui permet d'écrire des récits heureux aussi. Un exemple, en végétalisant une toiture, on fait des économies d'énergie en hiver et en été de l'ordre de 40% à l'année. Donc on rentabilise assez rapidement les frais liés à cette végétalisation. Vous verrez, dans la vie, on a été assez critique envers les projets d'agriculture urbaine high-tech, puisque clairement, produire des fraises sous LED toute l'année, c'est pas tellement en phase avec un projet de résilience. Par contre, l'agriculture urbaine permet un foisonnement de projets low-tech, et là aussi, on a de l'implication citoyenne, et c'est quelque chose qui mérite d'être porté, accompagné. L'agriculture urbaine permet aussi de gérer les flux. Je vais vous parler de 3 flux. Déjà, les technosols. Alors ça, c'est super. AgroParisTech travaille là-dessus. AgroParisTech développe des sols techniques, mais qui reproduisent vraiment les services d'un sol naturel, donc sur les toits. L'idée, c'est de mélanger des copeaux de bois issus de la taille des arbres en ville avec des morceaux de briques, enfin de la brique concassée issue de la démolition. On met du compost aussi urbain là-dedans, et on ensemence ça de micro-organismes, et ça marche très bien. Ça permet une forte productivité, et ça permet également de retenir les eaux, puisque un technosol bien fait peut retenir entre 50% et 80% des eaux pluviales. Un autre flux aussi, vous savez que parmi les ressources fossiles qui, à un moment ou à un autre, vont atteindre un pic de production, on a le phosphore. Le phosphore qui est essentiel aujourd'hui à l'agriculture industrielle pour continuer à avoir des rendements corrects. Or, ce phosphore qui est d'origine fossile, on va atteindre un pic à peu près autour de 2040. Donc il va falloir qu'on réapprenne à utiliser, pardon du terme, mais nos propres déjections pour aller chercher du phosphore là-dedans et remettre ce phosphore dans les champs. C'est essentiel si on veut maintenir nos productions. Et là, l'agriculture urbaine offre aussi un champ de recherche énorme, notamment pour récupérer du phosphore dans les urines. Donc il y a la possibilité de séparer évidemment les différentes déjections pour aller récupérer ce phosphore-là. Donc en matière de gestion des flux, l'agriculture urbaine offre des choses tout à fait fondamentales. Et enfin, la biodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose qui sert à être heureux, mais pas uniquement, qui sert aussi à être résilient. Et en suivant les préceptes de l'agroécologie et en intégrant également l'agriculture urbaine dans une visualisation globale de renaturalisation de la ville, eh bien, on favorise également la biodiversité en ville. En conclusion, j'aimerais retenir 3 points de ce qui a été dit cet après-midi, et puis ouvrir sur une question. Le premier point, c'est que a priori, on est tous d'accord pour dire que pour transformer l'essai, il faut massifier tout ça. Et il faut intégrer cette naturalisation de la ville dans la planification urbaine. Et puis, il faut également intégrer cette naturalisation avec le lien alimentaire avec le reste du territoire, puisque la ville n'est pas une... On a cru longtemps, jusqu'à aujourd'hui, qu'elle pouvait être une bulle en suspension comme ça au-dessus de ton territoire et être autonome. Ça a été permis par une énergie abondante et pas chère, mais on voit aujourd'hui que c'est terminé et qu'il va falloir donc apporter de la résilience ici. Donc ce lien alimentaire est essentiel.
Deuxième point, j'en ai déjà parlé, j'y reviens, donner de la place aux initiatives citoyennes. Pourquoi ? Parce que le fait de passer de cette ère de la profusion à une ère de la rareté va probablement nous projeter vers un monde de rupture, de crise, peut-être aussi de certaines pénuries, y compris dans nos pays. Et aborder ce monde-là avec une culture qui est globalement notre culture aujourd'hui, particulièrement en ville, de l'individualisme et de la compétition, c'est particulièrement risqué sur le plan de la sécurité sociale. Enfin, de sécurité sociale, je ne vous parle pas de la sécu, hein, vous m'avez compris. Par contre, aborder ce monde avec une culture d'interrelation, de solidarité, d'entraide, de décider ensemble, ça va nous offrir beaucoup plus de résilience, évidemment, et particulièrement en ville, encore une fois. Donc tout ce qui a été présenté cet après-midi, ça répond à ces objectifs-là, et l'agriculture urbaine aussi. Je vous donne un exemple de ces initiatives citoyennes, les jardins familiaux et partagés. Aujourd'hui, un jardin de 200 mètres carrés, ça nourrit 6 personnes, une famille de 6 personnes à l'année en fruits et légumes. Pour accéder à un jardin, aujourd'hui, il faut en moyenne 5 ans d'attente. Donc là aussi, il y a de quoi transformer l'essai, c'est-à-dire augmenter la possibilité de développer ces jardins-là. Troisième et dernier point sur lequel je voulais revenir en conclusion, c'est que l'idée, pour bénéficier de ces services écosystémiques, ce n'est pas de se contenter d'imiter la nature en surface. Si on fait un étang ou un lac avec un fond bétonné, on a peut-être créé quelque chose qui paysagèrement est intéressant, mais on n'a pas apporté de la résilience en ville. L'idée, c'est vraiment de redonner en ville la pleine place à la nature. Et là, les concepts, je pense que les concepts de la permaculture peuvent vraiment nous accompagner dans cette perspective-là, puisque la permaculture nous dit de ne pas aller contre la nature, mais de s'organiser en fonction d'elle et de l'accompagner. Voilà, pour finir, donc une question. Je m'interroge, et c'est une vraie interrogation, et là ni ma fondation, ni le CESE s'est positionné là-dessus. Donc voilà, j'enlève toutes mes casquettes et je partage avec vous cette interrogation. On nous dit qu'il faut densifier la ville pour limiter l'urbanisation, l'étalement urbain, et en même temps on nous dit qu'il faut aérer cette ville. Il y a là a priori un paradoxe qui risque à un moment ou un autre de trouver sa limite. Qu'est-ce qu'on fait avec ce paradoxe ? C'est un vrai sujet qui est quasiment tabou, hein, y compris dans le milieu environnementaliste duquel je viens, parce que ça sous-entend que potentiellement il faut désurbaniser, il faudrait, je parle au conditionnel, désurbaniser et organiser à terme peut-être un exode urbain. Je ne sais pas du tout s'il faut le faire ou pas, mais en tout cas, on a un paradoxe qui fait qu'il faut qu'on se pose la question, je pense. Et cette question a d'autant plus de sens que là aussi, de gré ou de force, on va devoir sortir de l'agriculture industrielle telle qu'elle est aujourd'hui, et donc il va falloir qu'on remette des bras dans les champs pour pouvoir produire de l'alimentation pour tout le monde. Et du coup, un exode urbain, ça aurait du sens. Mais comment est-ce qu'on évite de faire peser sur la campagne les impacts qu'on a apportés en ville ? Est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres façons d'occuper la campagne ? Peut-être. En tout cas, voilà, c'était un véritable sujet que je voulais partager avec vous. Une réflexion, je pense qu'il faut conduire. Est-ce qu'on a encore 2 minutes 30 pour projeter le petit film sur l'agriculture urbaine fait par le CESE ? Il semble que oui. Merci. Oui, c'est ce qu'il y a là. Il y avait un lien. En attendant, si vous avez quelques questions, c'est le moment à notre intervenant. En tout cas, votre dernière question résonne avec un programme de recherche qu'on vient de lancer au PUCA, j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle donc Biodiversité, aménagement urbain et morphologie, qui faisait l'objet d'un article dans la presse professionnelle hier, justement, qui dit exactement la même chose que vous, c'est-à-dire injonction contradictoire. Alors, nous, on n'a pas parlé de densité contre biodiversité urbaine, mais de zéro artificialisation nette, qui revient à densifier le tissu existant, et biodiversité urbaine, sachant que pourtant on préconise le zéro artificialisation pour favoriser la limitation de l'étalement urbain et donc la nature, la préservation de la nature. Voilà, donc c'est une question qu'on pose à des chercheurs parce qu'effectivement on est assez démunis par rapport à ça, y compris en conception, c'est-à-dire quand un concepteur urbain, architecte urbaniste est amené à proposer une solution de densification ou d'aménagement sur un projet, comment est-ce qu'il peut tenir compte mieux des écosystèmes existants sur ce terrain ou les reconstituer s'ils ont déjà disparu? Oui, mais en attendant que ça chauffe et que ça réchauffe la planète, c'est bien l'objectif aussi. La question que vous posez est tout à fait cruciale. C'est bien, alors je dis ça avec toute la modestie qu'il faut avoir dans les
ce qu'on va réussir à faire, mais déjà, l'idée quand même, c'est qu'on ne concentre pas tout le monde dans quelques mégalopoles, qui était quand même la grande tendance à la mode. Et qu'il reste aussi encore dans beaucoup de cénacles parisiens en disant, mais finalement, hors dehors de Paris, on parlait tout à l'heure de Marne-la-Vallée, quand je vois le schéma de développement de la région parisienne, et que les coûts d'infrastructure énormes que ça suppose, et que dans le même temps, on a des villes moyennes qui sont remarquables, où il fait bon vivre, où il y a des facs, où il y a des emplois, et où il y a des logements, etc., etc., je me dis que parfois on est dans un non-sens absolu. Donc le programme Action Cœur de Ville vise déjà non pas à lutter contre les métropoles, parce qu'on a besoin de ces locomotives, mais à de dire que la cohésion sociale et territoriale, vous parliez de la sécurité sociale dans son sens général tout à l'heure, elle repose aussi sur cette diversité de villes et de peuplement. Et pourquoi ces villes, je parle du programme, mais aussi toutes les autres villes, qui ont été choisies? Parce qu'elles jouent un rôle de centralité irremplaçable pour l'ensemble de leur territoire. C'est la ville, justement, qui assure l'ensemble des services dont y compris le milieu rural a besoin. Mais j'ai beaucoup aimé votre expression en disant, mais après l'exode rural, peut-être devons-nous réfléchir à un exode urbain. Mais cet exode urbain, peut-être le terme est un peu fort, mais cet exode urbain, il pourra avoir lieu parce que justement, on aura un réseau de villes petites et moyennes dans lequel on pourra vivre, on pourra prospérer, on pourra avoir du boulot, et que donc, s'entasser en troisième couronne d'une grande métropole et mettre 1h30 de temps de transport quand il marche pour rejoindre son boulot, non mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément un modèle de vie qui soit extrêmement captivant pour nous tous. Donc vous avez tout à fait raison, mais le fait de rééquilibrer un peu le territoire en misant sur le développement harmonieux et attractif de ce type de ville, par exemple, est une manière de répondre. Et puis, puisqu'on est quand même à la Cité de l'Architecture avec beaucoup d'innovation, et puis le PUCA y réfléchit, on peut réfléchir peut-être à d'autres formes de densité. Enfin, moi, je suis quand même assez frappé. Dans ma carrière préfectorale, je me suis beaucoup intéressé à ces questions d'aménagement et d'urbanisme. On est quand même très conformiste, à la fois sur le droit de propriété, sur l'individuisme, etc., etc. Et contrairement à ce qu'on croit, le modèle pavillonnaire de l'extension urbaine ne résout pas le problème de la promiscuité. Par contre, il conduit à l'isolement. Et que peut-être on a aussi des formes d'architecture qui concilient à la fois la privacy dont on rêve tous et en même temps des usages plus collectifs. Donc voilà, donc n'est pas forcément le plus dense qu'on croit. Donc il y a peut-être aussi au niveau des professions architecturales, d'aménagement et d'urbanisme aussi à être extrêmement inventif pour offrir un type d'habitat qui ne corresponde pas forcément à un produit fiscal, mais à ce dont rêvent les habitants. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Voilà, j'ai fait quelques mots aussi, quelques idées personnelles, mais c'était le temps que l'ordinateur explose.
Avant que nous clôturions, peut-être est-ce qu'il y a une question, une intervention avant que nous libérions tout le monde? Non, mais écoutez, alors juste un mot pour conclure ces forums et avec Hélène, et je remercie les équipes du PUCA, de la Cité de l'Architecture et tous ceux qui ont contribué à préparer cette séquence qui a été passionnante. On a débordé, mais je crois que ça valait vraiment le coup, et d'ailleurs, c'était pour nous une sorte de tour de chauffe, je dis ça pour les villes Action Cœur de Ville, puisque le thème de la rencontre nationale Action Cœur de Ville que nous organiserons au mois de mai, le 19 mai probablement, ici à la Cité de l'Architecture, à l'invitation du gouvernement pour les 222 maires et président d'Interco des territoires Action Cœur de Ville, sera sur ces questions de nature en ville, de résilience climatique. J'ai noté aussi une nouvelle coopération ou collaboration entre la ville et la campagne. Enfin bref, on voit qu'on est au-delà des poncifs un peu de représentation sur le côté un petit peu alibi de la verdure. On est sur une vraie démarche de société, et au moment où les villes sont engagées de reconcevoir leur cœur de ville et leur aménagement urbain, je pense que sont bien sûr des illustrations, parce que c'est en ce moment qu'il faut se poser ces questions, et une fois que le projet sera abouti, ce sera peut-être un petit peu tard. Et donc, je voulais vraiment, ça nous renforce dans l'idée que ce sera un thème qui pourrait être très intéressant pour cette rencontre nationale. Bien sûr, et je vais laisser peut-être Hélène dire le mot de la fin, ça nous laisse aussi un peu sur la fin que les forums s'arrêtent, chère Hélène, puisque aussi notre rôle, c'est de faire en sorte qu'avec la communauté Action Cœur de Ville, qui est physiquement présente, mais qui est encore plus, bien sûr, sur le net, nous puissions illustrer, d'abord faire réfléchir, être un peu disruptif, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que on voit bien que, y compris le programme Action Cœur de Ville, il est un peu révolutionnaire dans son approche, où on était à rebours d'une doxa qui disait en dehors des grandes métropoles, point de salut. Nous, on dit on a besoin des métropoles, mais on a aussi besoin de cette armature urbaine que représentent bien sûr les petites et moyennes villes dans notre pays, et c'est un atout pour son développement économique et social, et bien sûr environnemental. Et puis, donc c'est disruptif aussi en disant que si on a toujours la même méthode descendante, la même méthode cloisonnée, si on ne travaille pas en transversalité, si on ne mobilise pas les expertises et les ingénieries et les recherches au plus haut niveau national et européen, eh bien peut-être qu'on raterait une occasion unique, qui est qu'avec ce système partenarial, collectivités locales, services de l'État, partenaires financiers, experts, acteurs économiques et sociaux et culturels, tout le monde est aujourd'hui mobilisé autour de ces objectifs, et c'est pour ça que le programme c'est bien lancé, et bien sûr nous souhaitons qu'il s'approfondisse et qu'il aille encore plus loin, plus vite, plus fort, pour prendre une expression olympique pour le prochain mandat qui va commencer très bientôt. Et puis il y a tous ces travaux de recherche, et donc Hélène, mais je vais te laisser la conclusion. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Alors, bien sûr, on va valoriser les 5 séances qui ont déjà tenues, et pour le mois de mai, nous en sortirons un livrable. Et bien sûr, tout ça sera aussi diffusé en ligne, etc. Mais je pense, chère Hélène, que si le PUCA l'accepte, il y a matière à continuer. En tout cas, en laissant la parole à Hélène, merci à vous tous pour votre attention, et puis j'espère qu'il y aura une saison 2, comme on dit dans les meilleures séries. Merci, cher Roland, monsieur le préfet. Merci à tous d'être venus nombreux. Merci à la Cité de l'Architecture qui nous a accueillis pour ces 5 éditions. On aurait pu même en avoir 6, mais les conditions ne l'ont pas permis au mois de décembre. Merci à toute l'équipe donc de la Cité qui nous a offert et ouvert ce lieu qui est extrêmement chaleureux et agréable pour ces forums interactifs des solutions. Évidemment, toute l'équipe d'Action Cœur de Ville. Je salue en particulier Clara Dalmont qui va bientôt s'en aller, mais je crois qu'elle est déjà partie, qui nous a été aussi précieuse pour l'organisation de ces forums. Merci de la confiance que tu nous as accordée pour les monter. Avec toute l'équipe du PUCA, Anne, Laetitia et surtout Florentin Cornet, que je salue particulièrement. Je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il a organisé tous ces forums.
Il a trouvé les intervenants, il a négocié les temps de parole qui étaient toujours difficiles à contraindre parce qu'il fallait qu'on arrive à avoir à la fois suffisamment d'exemples et suffisamment de contenu pour que les forums soient utiles et efficaces dans leur contenu. Ça a été un peu exploratoire. On a appris à travailler ensemble entre nous, avec le ministère de la Culture, le ministère en charge de l'urbanisme et puis la Cité de l'Architecture. On a créé un vrai groupe, je crois, intelligent, intéressant. Il y a aussi le CEREMA autour de la table, il y a Action Logement, il y a la Banque des Territoires, pour essayer d'être efficace à donner à voir ces solutions des cœurs de ville. On est convaincus, je crois, autour de cette table, et de plus en plus nombreux à l'être autour de toi, Roland, que vraiment, il y a des solutions partout et que la créativité est florissante dans les petites et moyennes villes, qu'il est important de le donner à voir parce que voilà, la caméra n'est pas forcément braquée facilement sur ces cœurs de ville, qu'il faut... alors j'ai travaillé pour quelqu'un qui disait ne pas intérioriser la contrainte. On a beaucoup des élus des villes moyennes qui pensent que de toute façon, c'est déjà presque perdu pour eux. C'est moins vrai depuis 2 ans, mais ça l'était quand même au démarrage du programme. Rien n'est perdu, tout est possible et comme ça vient d'être dit très, très bien par Pascal Mayol, en fait, il y a sans doute plus de capacité de résilience dans ces territoires aux franges des espaces agricoles et naturels que dans les grandes machines que sont les métropoles aujourd'hui en France, en Europe et sans doute dans le monde. Et donc, on y croit beaucoup à ces solutions des cœurs de ville. Et on s'apprête donc, après la rencontre du 19 mai prochain, à vous préparer une saison 2, dont on a déjà un peu identifié les thèmes fédérateurs. Mais toutes vos suggestions sont évidemment intéressantes à prendre. On essaiera de maintenir ce lien entre qualité architecturale, urbaine, conception et action publique locale. Donc le rôle des maîtres d'ouvrage, le rôle des maîtres d'œuvre, mais aussi de tout un tas d'opérateurs qui ont été nos partenaires pour... cette première saison, les opérateurs comme l'ANA, comme les PARECA sur les espaces commerciaux, Action Logement, tous les bailleurs sociaux, on cherchera donc sur des questions à la fois techniques, ciblées et précises, mais en montrant des opérations originales et créatives à démontrer à nouveau pour une dizaine de sessions à venir à partir de septembre prochain, je pense, sous réserve qu'on se mette d'accord, évidemment, tous ensemble, que des... Voilà. Que des solutions non seulement existent, mais sont transposables, reproductibles. Et si elles sont singulières et chacune appartenant à leur territoire, comme on l'a vu pour les cantines de Montsartou, et souvent inscrites dans une histoire longue, c'est pas pour autant qu'elles peuvent pas inspirer d'autres initiatives. Donc on se retrouvera avec plaisir après cette grande rencontre ici du 19 mai pour, je l'espère, moi aussi, une saison 2 en fin d'année 2020. Voilà, merci à tous pour votre fidélité.